Bonjour, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette table ronde sur la 5G avec trois intervenants. Julien Ossetti qui est chercheur à l'IFRI et qui est spécialiste de la cyberconflictualité et de la diplomatie du numérique et qui d'ailleurs vient de rejoindre les écoles de Saint-Cyr-Coët-Quinan, tout en restant chercheur à l'IFRI. Théodore Chabin qui est CISO de travail pour Thales et donc Switak qui est Security Researcher. Comment on va se passer sur cette table ronde? On va avoir un débat pendant environ 35 minutes. Je suis assez rigoureux sur les horaires parce que d'abord c'est un respect pour tout le monde et puis également nous avons la keynote de clôture à 18h, donc je tiens à respecter l'heure. On a un débat, je laisserai un peu de temps à la fin, une dizaine de minutes pour poser des questions, sachant que chacun des intervenants sera là ce soir, à la soirée. Donc, si vous voulez les discuter avec eux, approfondir les sujets, ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions si on n'a pas le temps de tout aborder. Alors pourquoi le sujet de la 5G et cette salle qui est quand même assez grande et bien remplie ce soir, et je suis vraiment ravie et pleine. D'ailleurs, quand on a mis le sujet sur le site, les inscriptions ont été très rapides et j'ai vu un véritable engouement pour le sujet. Et c'est vrai que moi, je suis comme vous, hein, je ne suis pas RSSI, je ne suis pas fournisseuse de solutions de sécurité, mais la 5G, c'est parce que ce que je disais tout à l'heure quand on a préparé cette table ronde ensemble, c'est un véritable feuilleton. Et c'est un véritable feuilleton qui est non seulement technologique, mais également économique, géopolitique. Depuis 6 mois, 1 an, alors est-ce qu'il faut remercier le président Trump d'en avoir fait autant de publicité que ça dépasse le simple cercle des spécialistes des télécoms. Et je me suis dit qu'il y a une problématique 5G, elle arrive dans nos pays, mais qu'est-ce que ça signifie en termes, qu'est-ce que ça signifie pour les RSSI, qu'est-ce que ça signifie en termes de sécurité? C'est quoi les risques qui sont liés à la 5G alors qu'on n'en connaît pas encore vraiment tous les usages, on le découvre. Bon, il y a déjà des mises en... la 5G est utilisée dans certains pays, même en France on commence à avoir des expériences assez poussées et à Monaco particulièrement. Donc voilà, moi il me semblait important d'approfondir ce sujet qui est peut-être très bien traité d'un point de vue technique, mais dont on ne sait pas trop encore où ça en est. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on ne prend pas en photo, on ne filme pas Monsieur Switak, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, moi je trouvais que le sujet c'est vraiment passionnant et je voulais qu'on le creuse pour les assises, et je pense que c'est la première fois Guillaume Poupard en avait parlé l'année dernière à ces mêmes assises, mais assez brièvement. Je pense qu'on ne fait que commencer à traiter de la 5G cette année et qu'on devrait voir beaucoup ce sujet se développer dans les prochains mois, les prochaines années. Alors je vais m'arrêter là, puisque c'est pas moi la spécialiste, comme je vous l'ai dit. Je vais me tourner vers vous, Sweet. Est-ce que la 5G, c'est une révolution technologique? Est-ce que c'est une évolution, une révolution? Alors c'est une évolution dans le cadre, c'est la 5e technologie, donc 5e plus grosse norme qu'on va lancer. Après il y a des évolutions intermédiaires en 4G LTE, Advanced, etc. Des révolutions technologiques, oui. Donc pour en citer et sans aller dans le détail, on va avoir du beamforming en 3D. Avant on savait vous localiser au niveau des antennes avec des angles assez précis, mais au niveau horizontal. Là on saura dire à quel étage d'un building vous êtes. Sans avoir besoin de mettre un certain nombre d'antennes plus important que pour vous localiser. Ensuite, on a aussi les ondes millimétriques. Elles vont être bien, on va pouvoir plus de débit avec ça. Le problème, c'est que c'est assez stoppé par les éléments du décor. Donc on va avoir les bâtiments et la végétation, surtout la pluie aussi, ça casse bien les ondes millimétriques. Ensuite, on a aussi
la possibilité de pouvoir émettre et recevoir très rapidement sur les antennes grâce à une nouvelle technologie, le full duplex. Alors en même temps, c'est faux. En fait, c'est beaucoup plus rapidement qu'avant, de manière imperceptible à l'œil humain et surtout au niveau technologique, c'est vraiment, genre, je ne sais plus si c'est de l'ordre de la nanoseconde ou encore en dessous, mais c'est beaucoup plus perfectionné que ce qu'on avait en 4G. Et on a aussi d'autres évolutions qui sont intéressantes, notamment au niveau de la sécurité. D'accord, donc pour vous, c'est une vraie révolution. On peut parler de révolution avec la 5G. C'est plusieurs révolutions, oui. C'est plusieurs révolutions. Théodore, vous partagez, peut-être compléter ce que... Moi, je pense, prenez le micro comme ça. Oui. Alors, je partage qu'il y ait une innovation technologique. Après, moi, ce que je veux plutôt souligner, c'est qu'il y a aussi une révolution d'usage. C'est-à-dire que la 4G, fondamentalement, par rapport à la 3G, on a eu plus de débit, mais est-ce que fondamentalement, il y en a une différence pour les entreprises? Je ne suis pas sûr. Pour avoir été à San Francisco, en particulier au sein du Telecom Council, donc c'est un ensemble d'opérateurs mondiaux qui travaillent ensemble sur des sujets tels que la 5G, ce qu'on voit, c'est que la 5G, aujourd'hui, l'objectif, c'est clairement d'attaquer le monde business, B2B, et moins des consumers, des particuliers. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est de changer la façon dont est déployé le cloud au sein des entreprises, mais également voir éventuellement pour changer une partie des réseaux locaux. Donc pour moi, c'est oui, on peut voir au niveau technologie des choses, mais au niveau impact, au niveau des DSI, c'est quelque chose qui va être très lourd. D'accord, mais est-ce qu'on peut déjà, parce que je disais qu'il y avait déjà la 5G qui était déployée dans certaines régions du monde, est-ce qu'on peut déjà, on a déjà un peu de recul, est-ce qu'on peut déjà juger par rapport justement à ces changements Alors, il y a des déploiements, mais c'est... je vais du coup de reprendre la parole, mais il y a des déploiements en cours aux États-Unis, au UK. Au UK, il y a, de mémoire, c'est BT qui a annoncé le déploiement à partir de ce vendredi de 20 villes supplémentaires. Mais une bonne façon de voir ce qui va se passer, c'est regarder du côté des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, quand ils investissent dans des entreprises, ils souhaitent en sortir, donc ils essaient de voir avec leurs analystes, de voir à quoi va ressembler le marché finalement IT et cyber dans plusieurs années. Et c'est dans ce cadre-là, moi, que les différents fonds dont j'ai pu discuter, tels qu'Intel Capital, Qualcomm Venture, des gens qui font des puces 5G, bien ce que leurs analystes avaient prévu. Et dans ce cadre-là, on voit clairement qu'il y a des offres qui sont en train de se constituer sur du edge computing, de pouvoir redéployer le cloud, mais pas de manière centralisée sur des gros data centers, mais le déployer au plus près finalement des antennes et donc des clients finaux. Et ça, il y a des tests en cours, que ça soit vrai sur des industries telles que je cherchais mes mots en français, mais en gros, c'est tout ce qui est spectacle, par exemple, ou tout ce qui est retransmission, tout ce qui est vidéosurveillance. Et un des autres sujets qu'on voit, c'est finalement s'attaquer aussi au réseau local d'entreprise, faire en sorte qu'on n'ait plus forcément un déploiement local avec des routeurs, mais que la 5G propose des sortes de VLAN directement. Et ça, c'est des tests qui sont en cours, mais c'est aussi des investissements massifs. Je pense qu'on peut parler de plusieurs dizaines de millions, quelques centaines maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on voit concrètement et c'est ce qu'on peut à quoi s'attendre. Merci. Oui, alors il va y avoir du remplacement pour les réseaux d'entreprise, effectivement. Au niveau de l'abonné, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de gains qui va être fait. Vous allez avoir beaucoup de débit. Voilà, si vous voulez faire de la VR et tout, ça va être sympa en tant qu'abonné final. Plutôt au niveau entreprise, par contre, ça va être intéressant, notamment au niveau de pouvoir avoir une entreprise sans besoin de déployer un réseau, juste de leur donner un téléphone ou un PC avec un modem 4G, de pouvoir se connecter dessus, ça va être possible, effectivement. La gestion des VLAN, effectivement. Après, sur le côté business et déploiement pour les entreprises, autant dans d'autres pays, au niveau privé, c'est assez ouvert, autant en France, on va être vraiment sur une canalisation au niveau des 4 opérateurs historiques que sont Free, Orange, Bouygues et SFR. Y a pas Sachant que les licences ne sont pas encore attribuées. Tout à fait, mais les licences sont attribuées aux opérateurs nationaux historiques, les 4. Voilà. Donc on peut penser qu'en France, on va peut-être avoir moins de nouveaux usages peut-être que dans d'autres pays ou... Non, on n'aura pas moins d'usages, c'est juste qu'on va plus centraliser cette attribution de fréquence. On sera moins en ouverture que dans certains autres pays. Il y a ça, effectivement, on va être un peu en retard comme le cloud, mais fondamentalement, la 5G, pour certains opérateurs mondiaux, en particulier les opérateurs mobiles, c'est un moyen de se lancer en tant qu'opérateur fixe.
Or, les opérateurs mobiles français ont tous aujourd'hui déjà des réseaux fixes. Donc du coup, on s'attend moins à ce qu'il y ait une attaque massive sur la 5G. Des gens comme Orange qui ont l'air moins pressés clairement que d'autres opérateurs dans le monde qui n'ont pas de réseau fixe et qui vont le combler avec la 5G. Très bien. Alors maintenant on a ce cadre, ce contexte, on voit un petit peu devant nous. Je voudrais revenir quand même peut-être quelques mois en arrière avec Julien Nossetti pour comprendre pourquoi la 5G finalement. Tout à l'heure en introduction j'ai parlé un peu du feuilleton du printemps ou de l'été. Pourquoi la 5G cristallise autant, est devenue un des symboles de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais au-delà même, c'est-à-dire que ça a un impact mondial. Bon, sachant que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de toute façon, a un impact mondial. Bien sûr, évidemment. Alors c'est vrai que c'est un enjeu géopolitique, évidemment, mais qui a été peut-être non assumé au départ. Et c'est vrai que vous parliez, Florence, d'un contexte de guerre commerciale sino-américaine. Et la difficulté a été de savoir, et peut-être encore le cas de savoir si c'est une guerre commerciale avec un volet technologique ou si la guerre commerciale est un paravent à une rivalité technologique exacerbée entre Chinois et Américains. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a, nous encore aussi, à l'heure actuelle en Europe, de démêler tous les chevaux de cette rivalité sino-américaine. Moi, à titre personnel, je pense que cette dimension technologique et numérique, évidemment, est très prégnante dans les tensions entre Washington et Pékin. Et tout ça a un lien évidemment avec la personnalité du président Trump, qui a été le premier à politiser comme ça, de manière assez outrancière, tel qu'on lui connaît, ce dossier de la 5G. Et le dossier Huawei, évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus comment dirais-je, restreindre cette affaire Huawei au seul dossier du 5G. Et la susceptibilité de l'administration américaine est aussi liée à la montée en gamme de Huawei dans le marché des smartphones ou dans le marché des câbles sous-marins, en matière de pose de câbles sous-marins, qui est l'objet de notre panel d'ailleurs. On ne fait pas de la pub pour les voisins. Non, je ne fais pas de publicité, mais Huawei a pris une part qui est quand même assez importante à l'heure actuelle. Donc ces validités de Trump sont pas non plus inédites, c'est-à-dire que Obama, entre 2008 et 2016, avait aussi ciblé les équipements chinois. On se souvient de ZTE à l'époque et de Huawei déjà aussi, qui a fait l'objet d'une attention toute particulière du Congrès américain. Mais ce qui est nouveau, je dirais entre guillemets, depuis 1 an et demi, 2 ans à Washington, c'est une très très forte susceptibilité des Américains, donc officiels, grands ministères, le DoD, les services de renseignement, les think tanks, etc. C'est la crainte des Américains de perdre leur prééminence technologique. Et ça, la Chine est évidemment regardée avec une grande anxiété. Allez-y, finissez. Ouais. Et quand on discute justement avec tous ces acteurs américains, dans toute leur diversité, c'est vraiment cette crainte de perdre leur avance technologique qui fait figure d'épouvantail. Mais est-ce que c'est la peur de perdre une avance technologique ou est-ce que parce qu'ils ont déjà un métro de retard par rapport à la 5G ? Alors, je dirais pas que les Américains ont du retard. J'aurais peut-être tendance à nuancer cette espèce d'argument qui consiste à dire que voilà, on fait face à une Chine qui avance toujours et qu'on va être dépassé d'ici 3 ans et qu'on va se faire avaler tout cru. Les Américains ont évidemment une avance assez incontestable. Ce qui est notable dans le cas chinois, c'est cette interdépendance, interconnexion entre le parti, entre l'État, le parti et l'armée. Et les Chinois parlent d'ailleurs de fusion civilo-militaire quand il s'agit de 5G, quand il s'agit d'IA, d'informatique quantique également. Et c'est ce qui fait la force, en fait, de cette montée en gamme chinoise. C'est vraiment cette espèce de relation très rodée entre les structures civiles et militaires. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose par rapport à ces... Oui, alors par rapport aux liens chinois, si on parle de Huawei, là où ça fait un peu peur, c'est sur leur consistance et surtout comment ils ont
été appréhendé en fait par le marché chinois et il y a carrément des enjeux de technologie et de plans de développement qui sont axés sur Huawei. La 5G est un enjeu majeur du plan de développement Made in China 2025, si je ne dis pas de bêtises, si tu peux me confirmer. Et ils ont à l'intérieur de leur branche des micro-groupes de soutien au parti dans toutes leurs branches Huawei. On pourrait assimiler ça chez Cisco au groupe de vétérans. Sauf qu'en Chine, il y a aussi l'idéologie de la religion, de l'adoration, etc. En US, on est très sur le côté vétéran, etc. On peut pas dire que c'est pire, on peut pas dire que c'est mieux. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus développés et très prenants dans leurs industries et vont même, là récemment, si je dis pas de bêtises, ils vont envoyer des mecs du gouvernement dans leurs entreprises. Je ne sais pas si tu peux me rappeler exactement le terme exact, mais c'est des correspondants ou des gens qui sont chargés de vérifier la ligne. Oui, enfin, j'aurais employé le terme de commissaire politique, mais c'est peut-être pas. Enfin, ça fait un peu soviétique, mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée, quoi. C'est un peu l'idée, voilà, de dédoubler les fonctions. C'est assez inédit, et ça par contre en Europe, si on se base uniquement sur l'Europe, nous on n'a pas encore En Marche ou les Républicains, le Parti Socialiste pour en citer trois, pour être tranquille, qui vient établir une officine à l'intérieur, donc on va dire Thales, Airbus et Capgemini. Voilà. Ouais. Mais peut-être, oui Théodore, vas-y. Alors, moi, je voulais préciser sur le côté américain, pour avoir été à Washington DC en contact avec tous ces acteurs de la défense américaine et intégré finalement à cet écosystème, clairement, la question est pas trop mode économique, puisqu'aujourd'hui, ils achètent à peu près de n'importe où. Et en tant qu'expert cyber, en arrivant sur le territoire américain, être français, c'est pas un problème, ce qui n'est pas forcément le cas de l'inverse. Donc, la question qui se pose aujourd'hui sur la 5G, clairement, côté américain, c'est beaucoup plus une question de défense nationale. Et aujourd'hui, s'il y a ces restrictions-là vis-à-vis de la Chine, c'est avant tout pour des raisons de défense. Maintenant, aujourd'hui, on retrouve par exemple des caméras de surveillance qui n'étaient pas blacklistées récemment, tout près du Pentagone. Et ça, pour eux, c'est pas un problème d'acheter n'importe où dans le monde, du moment que c'est meilleur. Par contre, la défense, c'est le point le plus important. Donc du coup, si Washington dit maintenant ça, pour des raisons de défense, on arrête, tout le monde arrête. Alors je dirais même de la défiance pour la défense. Mais est-ce que justement, là, ce bras de fer n'a pas des conséquences? Est-ce que ça ne peut pas entraîner peut-être des retards de déploiement? Et puis, ça va bien au-delà de la simple relation Chine-États-Unis, puisque en fait, l'Europe est partie prenante, parfois à son corps défendant, dans cette stratégie, enfin dans ce conflit technologique. Bien sûr, en fait, et ça a été assez négligé, je pense, de ce côté-ci de l'Europe, pour le coup. Parce que un des grands enjeux de cette rivalité sino-américaine, c'est précisément la bataille pour le marché européen. Et ça, une des raisons, je dis bien une des raisons qui explique l'espèce de crispation américaine, c'est une volonté des États-Unis de conserver l'Europe dans leur giron numérique, technologique, je dirais. C'est aussi pour contrer la Chine évidemment, mais c'est aussi pour essayer de conserver une mainmise numérique sur ce marché européen. Et à plus long terme, je pense que pour Washington, c'est aboutir à une forme de découplage économique entre l'Occident et la Chine en matière technologique, de façon à ce que les Européens choisissent soit des équipementiers et services américains ou chinois. Donc ça, c'est une tendance qui est pas non plus nouvelle avec Trump, qui commençait déjà à se matérialiser petit à petit sous Obama, mais ça a pris un tournant évidemment tout à fait, beaucoup plus rapide avec Trump. Ouais, à propos de ça, on nous a quand même menacé, les Américains, les services de renseignement américains, de dire aux Français, on vous coupe les flux de renseignement, donc d'intelligence, donc par exemple des terroristes qui se basent sur notre pays ou des informations qu'ils ont sur des attentats ou n'importe quoi. Donc ces flux d'intelligence-là, ou même des flux d'intelligence sur des opérations chinoises, par exemple, en disant si vos réseaux sont sur du Huawei, on pourrait vous couper. Ils n'ont pas menacé que la France, ils ont menacé l'Allemagne, tout le groupe OTAN, ils ont menacé Landzus, ils sont arrivés, tout le cercle de renseignement américain a bien fait un gros bloc dessus. Je sais pas ce que tu en as vu toi, mais... Non, mais bien sûr, en fait, il y a peut-être deux points. Le premier, c'était l'Allemagne, qui, pour la première fois, a été quand même nommément ciblée par les Américains. C'est une espèce de chantage en fait au partage de renseignements, ce qui est tout à fait inédit avec un allié aussi proche, un membre de l'OTAN et allié très proche. Et deuxièmement, c'est cette division au sein des Five Eyes, donc la coalition Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis, où on observe des fractures entre les positionnements de ces pays. Le plus notable étant le Royaume-Uni, où l'affaire Huawei a contribué à pas mal diviser les différentes
bureaucratie, enfin, différentes organisations britanniques vis-à-vis de la position à prendre. Mais si je vous comprends bien les uns et les autres, je ne pense pas que même si Trump n'est plus président dans un an, ça va beaucoup changer. On est engagé quand même dans une voie, un bras de fer qui semble pouvoir se poursuivre. Oui. Ah bah, Oui, tout à fait. Le brassard va se poursuivre, c'est sûr. Notamment avec des publications récemment d'acteurs chinois qui sont arrivés, qui volaient des informations sur les réseaux mobiles étrangers pour faire de la surveillance. On sait que les Chinois sont très bons sur la surveillance télécommunications. Ils achètent beaucoup d'exploits à certaines sociétés qui font de la surveillance ou qui en recherchent ou qui les achètent à d'autres personnes. Les Chinois sont très bons sur la surveillance, sur l'interception et sur l'exploitation des réseaux mobiles mondiaux. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. S'ils ne sont pas deuxièmes, ils sont premiers, quoi. Voilà, ça va être notre troisième partie. Peut-être Julien, juste encore un mot là-dessus Oui, j'extrapole un petit peu. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette affaire Huawei, ces tensions chino-américaines, elles ont vraiment mis en lumière des enjeux géopolitiques masqués jusque-là, qui concernent des industries jusqu'à présent un peu obscures, ou qui paraissaient obscures, les semi-conducteurs et les terres rares. Jusqu'à présent, uniquement les spécialistes de ces enjeux étaient au courant justement de la complexité de ces enjeux. Et avec cette affaire Huawei, on a pris conscience que les chaînes d'approvisionnement pouvaient être déstabilisées de manière globale et rapidement. Et ça, c'est à mon avis pas fini. Et les géants du secteur, les Qualcomm, Intel, etc., ont eu à subir des pertes assez importantes en très peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui, sur un plan à la fois géoéconomique et géopolitique, peut avoir des applications très durables. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu, on a vu le contexte, on a vu le contexte géopolitique et les conséquences pour les États et pour certains acteurs économiques et technologiques. Je voudrais qu'on aborde la troisième partie qui est en termes cyber. Qu'est-ce que ça signifie la 5G ? Donc, quelles conséquences pour les RSSI ? Quelles conséquences en termes de risques ? Vous l'avez abordé tout à l'heure. Peut-être Théodore déjà pour un RSSI. C'est quoi la 5G ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui ? On a parlé des usages un petit peu généraux tout à l'heure, mais si on rentre dans le cœur de vos métiers. Alors, sur la 5G, concernant un RSSI, c'est une modification de son IT. Aujourd'hui, beaucoup de RSSI travaillent sur la sécurisation vers la migration vers le cloud. On en est tous là. Et là, on est content puisqu'on arrive bientôt sur la fin de ces chantiers-là. Et balaboum, la 5G arrive et on va se retrouver finalement, j'appelle ça un cloud dispersé, mais là où j'avais commencé à imposer, réussi à faire en sorte qu'on ait du cloud, mais quand même à peu près sécurisé sur des régions data centers connues, d'un seul coup, on va se retrouver à nouveau avec une explosion finalement de ces données et de son infra. Alors, ce ne sera pas les siennes toujours, ce sera toujours soit d'opérateurs, soit des géants de la tech, mais fondamentalement, il y a quand même un enjeu de se dire mes assets, elles vont encore se distribuer, ça va rebouger, donc comment je vais gérer ça ? Le deuxième sujet, c'est que sur certains sites distants, peut-être des plus petits, je vais peut-être perdre le contrôle complètement de mon réseau local puisqu'il sera finalement 5G. C'est ce qu'on est en train de proposer, ou commence à proposer les opérateurs 5G. Donc comment je vais gérer finalement la sécurité de mes équipements locaux, de mon infra qui est déployé, sachant qu'avant j'avais juste des téléphones et éventuellement parfois des PC, mais j'avais pas carrément tout un site où on ne se branche plus localement, mais directement en 5G. Donc quelles solutions technologiques aujourd'hui ou demain vont me permettre d'assurer un niveau de sécurité qui soit compliant ? Et enfin, j'aimerais terminer par la partie souveraineté, puisqu'on parle souvent de souveraineté. Là, on parlait de Chine, des États-Unis. On va pas se mentir, pour la majorité finalement des RSSI, à part être un OIV, que ce soit Huawei, que ce soit un Nokia, ça n'a pas changé grand-chose. La question, c'est est-ce que j'ai une souveraineté ou pas ? Si ce n'est pas le cas, bien peut-être faire simplement confiance à des organismes nationaux ou européens qui gèrent la cybersécurité, tels que l'ANSSI ou l'ENISA. Mais voilà, en tant que RSSI, c'est se concentrer, sortir un peu du côté émotionnel américain, chinois, et se concentrer sur les problématiques de cloud dispersé et de réseau local qui risquent de disparaître sur certains sites. Merci. Est-ce que Sweet, vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que vous avez pas mal de choses à dire aussi. D'accord. Enfin, Effectivement, sortir de la problématique, je pense pas que ça va concerner que les OIV. Déjà, on va pouvoir ajouter déjà directement les OSE qui ont aussi des problématiques de souveraineté directe. Donc OSE, opérateur de services essentiels, si je ne dis pas de bêtises, OIV, opérateur d'importance vitale. L'OSE, en fait, c'est le périmètre que les sociétés avaient réussi à sortir de l'OIV. Finalement, ça rentre dans l'OSE, donc ils ont 85% des obligations légales des OIV. Et ils ont essayé de jouer, ils ont perdu. c'est pas tout à fait comme ça que Guillaume Poupard nous l'a présenté ce matin, mais bon.
Moi, je présente pas, je dis factuellement combien d'obligations il y a. Voilà. Les principaux changements, donc pour revenir sur le SE, effectivement, il n'y a pas d'obligation, mais il y a de gros conseils, on va dire ça comme ça, de dire qu'il n'y aura pas d'intérêt. Ça dépend, en fait, les OSE en général, c'est des opérateurs essentiels. Soit c'est qu'ils aident des grosses entreprises, et donc du coup ils sont nécessaires. On peut signer une toute petite boîte parisienne qui fait un tout petit truc en optronique et qui est très utilisé en fait sur tout le site français. Pas connu, personne ne connaît le nom de la société, mais c'est un OSE. Ensuite, pour eux, la protection, c'est leur propriété intellectuelle, parce que ce petit globe optique, ça vaut je sais pas combien de millions, enfin, c'est plutôt sympa. Et donc, de dire qu'ils n'ont pas de problématique là-dessus, c'est vrai et faux. Je pense qu'il faut analyser notre menace, se dire, est-ce qu'on a de la propriété intellectuelle qui va intéresser les Chinois ? Si oui, il faut mettre en place les sécurités nécessaires. Est-ce que le matériel, c'est important ou pas, ça sera l'analyse du risque de déterminer. Déjà, faire attention aux services que vous utilisez. Pour la 5G, de dire qu'il n'y aura pas d'antenne autour, parce qu'au début il y a eu un débat, est-ce qu'on va, avec la loi qu'ils ont passée, là, la France, au 1er août 2019, ils ont dit une loi, en gros, les opérateurs doivent déposer une demande en 2 mois pour poser une antenne, en expliquant la technologie, les fréquences qui vont être utilisées, le rayonnement, etc. Enfin, bon, après, c'est du technique, c'est pas du tout intéressant. Le seul truc, c'est qu'ils nous demandent la technologie. Donc, en gros, l'État, les services du Premier ministre, exactement, si je ne dis pas de bêtises, ou du SGDSN, ont la connaissance de la technologie qui est utilisée. Et donc, nous, on s'est dit, parce que je suis un peu de Zint aussi quand je m'embête, et on s'est dit, comment toper tous les sites militaires français ? On va regarder tous les sites qui n'ont pas des antennes Huawei à proximité. Ça me paraissait intéressant. Et il y a des trucs sympas. Ça, c'est pour le troll. Après, il y a des risques qui sont intéressants sur la 5G qu'il faut regarder, mais on essaie aussi sur la 5G de partir de l'abstrait du matériel physique en fait qu'il va y avoir derrière. Mais il y a la possibilité dans le standard de le faire. Après, est-ce que les gens vont le suivre ou pas ? C'est une question qui leur appartient. On n'a pas encore tous les usages. Alors non, le principal usage, donc je ne sais pas s'il y a des agents des forces de l'ordre ici, si on peut parler pour eux, c'est qu'on n'aura plus à envoyer les consignes aux personnes en disant n'utilisez pas votre téléphone en cas d'attentat, d'attaque ou de problème, etc. pour ne pas surcharger les données, les réseaux. En fait, ça, on aura une possibilité de faire du service level agreement, c'est-à-dire de garantir une qualité de service et donc de leur verrouiller des cellules ou leur verrouiller du temps pour pouvoir transmettre leurs données en priorité. C'est très bien pour eux, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on sait faire du SLA. Et donc, si on sait faire du SLA, c'est-à-dire qu'on sait proposer de l'Internet à qualité différenciée. Et donc ça, il y a des opérateurs qui attendent que ça pour pouvoir le proposer. Bon, ça sera l'objet peut-être d'un débat l'année prochaine, parce que je pense qu'on peut faire 1 heure dessus. Tout à fait. Julien, quand je vous ai vu réagir sur la souveraineté, c'est aussi un élément important de ces risques qui concernent aussi les RSSI, puisqu'on a vu dans les débats de ce jour et d'hier, pour ceux qui y étaient, que les RSSI avaient une feuille de route qui tendait vraiment à s'étendre et que les problématiques de souveraineté rentraient dedans de plus en plus. Alors, je vais répondre à votre question et ensuite j'embrayerai sur un point qui avait été soulevé brièvement par Théodore. Et sur la souveraineté, en fait, je replacerai peut-être ma réponse dans le cadre européen, parce qu'en fait, hier, si vous avez suivi, il y a eu l'audition de Margrethe Vestager, donc la future nouvelle vice-présidente de la Commission européenne, en charge non seulement de la concurrence, mais aussi d'un bon paquet de dossiers liés au numérique et aux technologies de rupture, dont les normes 5G, l'IA, etc. Et elle a évoqué à plusieurs reprises, alors pas forcément la souveraineté, mais du moins une expression qui a tendance à fleurir dans le contexte européen, et qui peut surprendre, c'est celle d'autonomie stratégique. Et le dossier de la 5G fait partie de cet enjeu. Et ça, le fait que Bruxelles commence à parler de cette façon de ces grands enjeux, en termes aussi affirmés, je dirais, même s'il reste à traduire en actes, évidemment. Il ne faut pas non plus fantasmer, mais c'est assez nouveau et c'est aussi peut-être à resituer dans tous ces scories de l'affaire Huawei et Trump. Et d'une certaine manière, je pense que cette affaire Huawei Trump pousse les Européens à affronter leur propre vulnérabilité. Donc finalement, c'est peut-être positif à terme.
Voilà. Et très rapidement aussi, pour embrayer sur ce qu'avait soulevé Théodore, sur le côté peut-être un peu émotionnel, voilà, du dossier 5G. C'est vrai que jusqu'à présent, moi, ce que j'ai relevé, c'est que ce débat 5G a été jusqu'à présent plutôt monomaniaque, c'est-à-dire qu'il s'agissait de répondre à la question est-ce que le déploiement d'équipements 5G par des fabricants chinois posait un risque sécuritaire? Et je pense que, voilà, de façon peut-être un peu naïve, que les enjeux sont beaucoup plus larges que cette seule question. Ouais. Oui, effectivement, en tant que RSSI, on peut imaginer des choses, mais à la fin, ce qui nous fait bouger, c'est quand même l'argent, et donc souvent la conformité. C'est bien des besoins en conformité qui vont nous débloquer des budgets. Et je ne dis pas que sur la 5G, il n'y a pas de cybersécurité à mettre en œuvre, je dis simplement que tant qu'on n'a pas des obligations légales vis-à-vis de la 5G, en tant qu'entreprise, on n'aura pas d'argent pour jouer avec ça. En revanche, la 5G bouge les lignes, c'est-à-dire que quand on parle de cloud et on dit que c'est du cloud dispersé, en tant que RSSI, je dois savoir à quel moment, où sont mes données, pouvoir les répertorier et les prouver, à quel endroit c'est. Et là, donc, je vais me retrouver à avoir à nouveau un travail à faire sur l'inventaire des assets. Et ça, c'est bien des questions de cyber. L'autre sujet qu'on va avoir, c'est comment on gère finalement ces réseaux locaux. Alors, en France, à court terme, a priori, on ne va pas être embêté, mais si vous avez des sites au Royaume-Uni, aux États-Unis, je vous invite à faire des pilotes 5G parce que vous avez bien des impacts vis-à-vis de vos politiques de sécurité actuelles vis-à-vis du déploiement de la 5G. Je ne parle pas de loi potentielle à venir, je parle aujourd'hui dans vos réglementations actuelles, vos politiques de sécurité. La 5G a un impact en termes de cyber et c'est pas ingérable et il faut se préoccuper de cette partie-là d'abord avant la souveraineté. Très bien. Alors, dernière question avant de laisser la parole à la salle. Dernière question, un peu une conclusion, même si, comme je l'ai dit, on pourrait continuer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La suite. Donc là, on parle de la 5G, mais il y a la 6G, il y a du Wi-Fi. Alors, il y a la 6G, effectivement. Donc, actuellement, la 5G n'est pas encore déployée, qu'on parle déjà de la 6G. Oui, les comités de spécification ne s'embêtent pas, ils ont déjà bossé dessus. Donc, on a eu un document qui est sorti il n'y a pas longtemps qui donne les grandes lignes. La seule chose qui, je pense, va intéresser la salle, c'est vous donner un petit peu les débits. Donc là, pour la 5G, on vous prévoit du gigabit. Sur la 6G, ils sont très très optimistes et ils prévoient du terabit par seconde. Alors moi je veux juste revenir sur les risques SSI parce que j'aime bien, j'ai une petite idée, c'est que déjà en gigabit, en exfiltration de données dans un SI en 5G, ça risque d'être très drôle le gigabit, mais alors le terabit, j'ose pas imaginer data center comment on peut les vider rapidement quoi. Je sais pas ce que tu en penses Théodore. C'est vrai si la fuite de données est le point le plus important pour l'entreprise et est relevé par l'analyse de risque. Un petit blague entre experts. Sinon, du coup, le sujet de la 6G, c'est qu'aujourd'hui, des Huawei et des ZTE, leur vision demain, c'est pas simplement du radio local, mais de pouvoir à terme remplacer l'ensemble des protocoles d'entreprise internes et externes par un seul protocole qui sera la 6G. Tout à l'heure, je vous parlais de la disparition progressive des réseaux locaux. On peut s'attendre clairement avec la 6G de la suppression complète de tout réseau d'entreprise et d'avoir son réseau entièrement managé par l'entreprise. Je ne dis pas que c'est réaliste à court terme, mais c'est bien la vision aujourd'hui des Huawei et des ZTE, et c'est ce à quoi on peut peut-être voir dans l'avenir. Là aussi, ça va être un gros sujet de débat. On se revoit dans quelques années, Théodore, et puis on en reparle. Julien, peut-être un petit mot sur la suite. Alors peut-être oui, trois points très très brefs, assez décousus, mais le premier sera de savoir si toutes ces logiques de fragmentation dans le champ numérique vont se poursuivre ou pas. Ou est-ce que les logiques d'indépendance, au fond, vont reprendre le dessus donc à voir aussi si Trump poursuivra sa politique actuelle ou si le poids de son administration reprendra le dessus en matière numérique. Le deuxième, c'est le fait de savoir si on va voir se multiplier des cas de pays qui souhaitent mener des politiques indépendantes, je dirais, enfin souveraines en matière de 5G. Et là, je vous invite à nous décentrer de l'Europe et du monde occidental. Et vous avez des pays en Asie, par exemple, comme le Vietnam, qui s'est dès le départ émancipé de la Chine et des États-Unis en matière de 5G et qui commence déjà à construire ses propres réseaux. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait notable et qui doit un peu nous inviter à regarder d'une autre manière toute cette planète 5G. Le troisième point, c'est la question des standards, parce qu'on l'a pas évoqué, des normes et standards. Et ça, c'est un champ
champ qui est aussi qui peut paraître un peu aride, mais qui fait l'objet aussi d'intenses rivalités entre pays et entre experts. Et je finis juste ma phrase et puis du coup tu pourras embrayer. Mais c'est pour dire que dans des enceintes jusque-là très techniques comme l'IETF, l'ISO, l'UIT, voilà, les grands États, donc chinois, américains, etc., européens, placent leurs propres experts et aussi veulent imposer leurs propres normes. Donc la question de la 5G, c'est aussi l'imposition de normes. Ça, c'est un point qui peut sembler là aussi ingénu, mais qui est absolument capital. C'est ça, en fait, c'est très peu discuté comme sujet, mais l'imposition de normes, c'est devenu une vraie rivalité. Alors, moi, je peux parler pour le 3GPP et je peux parler pour le 5GPP. C'est le 3GPP, donc c'est un des organismes qui fait beaucoup de normes pour la 5G notamment. La rivalité, c'est... Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une étude de graphe pour vous donner à peu près le nombre de brevets qu'ont déposé les Chinois. On n'avait jamais vu ça avant, mais c'était inédit. On est sur un truc de vague pour nous submerger, et on n'a pas le temps de review, qu'ils ont déjà sorti une nouvelle version, et il faut la lire. Enfin, on essaie de nous submerger par les normes. Est-ce que c'est volontaire? Bon, ça appartient à chacun de décider. Avant, on se battait en fait pour avoir des normes, on va dire, qui sont acceptables technologiquement parlant, et contrer les normes propriétaires que voulait nous imposer l'éditeur. Maintenant, on se bat contre les normes des éditeurs et contre les normes que veulent imposer certains États ou éditeurs sponsorisés par État. Voilà. Le standard, la guerre des standards, ça pourrait être le nom d'une conférence. C'est assez sexy, la guerre des standards, j'aime bien. C'est bien, merci de me donner du grain à moudre pour les prochaines assises. Alors, on va arrêter là pour vous laisser la parole. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a un micro qui passe dans la salle, mais bon, je pense que vous allez parler assez fort. J'ai juste une chose, je redis, parce que Sweetac ne souhaite pas être photographié ni filmé. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous avez pris des photos, si vous avez fait des tweets, respectez sa demande. Oui. Alors j'avais juste une question concernant la sécurité physique de la 5G. Je me suis un petit peu documenté avant de venir dans cette table ronde. Donc, il semble qu'il y ait des bornes high-band plus à proximité des utilisateurs ou des équipements, notamment pour les voitures connectées, les voitures autonomes. S'il y avait quelqu'un de malveillant qui décidait de détruire dans toute une rue ces fameuses bornes qui vont être installées sur les lampadaires, les murs, etc., est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les voitures autonomes qui, à un moment, ne peuvent plus communiquer, ou d'autres équipements un peu plus? Alors, est-ce qu'on va vers le chaos intégral? Sweet, et puis après Théodore. Est-ce qu'on va vers le chaos intégral? Non. Je ne veux pas dire chaos intégral, mais pour votre réponse, s'il détruit les équipements qui permettent de faire la communication, même si on essaie d'avoir une couverture multiple pour ces zones, mais bon, si le mec il arrive, qui fait avec un spectre, enfin qui balade avec un spectromètre et puis qui regarde toutes nos antennes, une fois qu'il les a pétées, voilà, il n'y a plus de réseau. S'il n'y a plus d'antenne, il n'y a plus de réseau. C'est la base. Non. C'est ça qui va être bien, c'est que vous les voyez pas déjà. Ah. Est-ce que vous avez vu dans Paris, dans les lampadaires, les nouveaux modems 5G? Vous pouvez pas les voir, c'est pas noté dessus. C'est fait exprès pour l'expérience parce qu'on voulait pas que des personnes mal intentionnées puissent les détruire. Bon, voilà. On va aller faire une sortie à Paris avec vous. Alors, c'est une excellente question. Concernant l'impact, je pense que tout éditeur ou équipementier qui se doit faire une analyse de risque et le prendra en compte. Maintenant, ce problème, il existe déjà aujourd'hui sur les boîtiers, je ne vais pas France Télécom, mais les boîtiers de réseau d'opérateurs déployés. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je suis tombé sur un relais local de fibre optique complètement ouvert, accessible à tous, dans une zone industrielle avec beaucoup d'acteurs de la défense. Donc c'est un problème qui existe déjà aujourd'hui. Alors. Puis on peut parler des clés triangles pour les ouvrir, ces boîtes. Tout le monde a la fameuse clé triangle chez lui, s'il fait un peu de... non, enfin, on fait pas, faut pas faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Question du coup, en parlant de la 5G, vous parlez du fait que ça va segmenter un réseau local en plusieurs petites bulles qui vont être pas concomitantes, mais à partir de ce moment-là, on parle d'une emprise, d'une empreinte d'attaque démultipliée. À
partir du moment où on va vouloir sécuriser ça, on va utiliser certainement une politique de sécurité spécifique avec des chiffreurs d'artères, mais chiffreurs d'artères qui est le chiffrement, à l'heure où on parle des IA et du quantique, où on casse des clés de chiffrement qui sont de l'ordre de, il faut à peu près 1000 ans pour pouvoir en péter une, et en 8 minutes, à l'heure actuelle, ces 8 minutes sont fait les plus grandes. Est-ce que c'est du concret ou est-ce que ça paraît complètement utopique? Théodore, et puis Excellente question, et c'est bien mon sujet de se dire, voilà, quid des réseaux locaux qui vont se faire détruire. Et alors, il y a pour moi deux solutions. La première, c'est effectivement comment on fait du chiffrement éventuellement. Et puis la deuxième solution, c'est celle d'un copain qui avait fait une entreprise de équivalent de VLAN, mais dans le monde radio, qui s'est fait racheter récemment aux États-Unis. Et du coup, c'est plutôt voir l'émergence d'offres opérateurs de équivalent du MPLS, mais sur du réseau local avec des réseaux de type VLAN, mais radio. Pour la surface d'attaque, de toute façon, il y a toujours un moyen d'attaquer. Est-ce que c'est agrandi? Oui et non. D'un côté, ça va être plus compliqué parce qu'il y a plus de débit, on peut changer plus facilement les clés, on peut les changer beaucoup plus rapidement aussi si on veut. J'ai pas trop regardé encore au niveau du réseau local. Moi, je suis plus sur du core network, mais je pense que la surface d'attaque est similaire à un LAN classique. De toute façon, il y aura toujours la problématique d'accès physique, déjà de 1. La problématique d'interception radio, même si on a Harden, le standard 5G avec des nouvelles problématiques de vie privée et de sécurité, soit on trouve des vulnérabilités protocolaires qui nous permettront d'attaquer le protocole, ce qui a déjà été trouvé. Il y a des recherches qui ont été faites récemment. Alors, pour en citer une de tête, il y en a une qui permettait de drainer la batterie du téléphone. Donc vous pourrissez votre batterie, il tournait à fond. On pouvait vous downgrade aussi le réseau, et du coup vous n'êtes plus en 5G, vous êtes en 4G ou en LTE ou en 3G, et donc vous avez toutes les vulnérabilités de ces réseaux-là. Parce que ce qu'on vous affiche sur le téléphone, ça aussi c'est pour la petite aparté, la 5G, si on vous met 5G sur votre téléphone, c'est pas forcément que vous avez un réseau 5G derrière. Voilà, c'est l'opérateur qui choisit ce qu'il vous affiche. Donc la GSMA nous a donné les règles, et après on fait un peu ce qu'on veut avec. est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une question, c'est sur la résilience en cas d'attaque, c'est maintenant envisagé sur Internet ou pour span mondial. On se retrouve à l'âge de pierre, on n'a plus de téléphone, plus rien pour communiquer avec la 5G, ou on a toujours des solutions? Pigeon voyageur? Il y a les signaux de fumée, c'est pas mal. Non, ouais, il y a la RFC Pigeon, ouais, c'est pas mal. Non, il y a la résilience qui a été étudiée, effectivement. En fait, si on nous attaque maintenant, on a plein de métriques qu'on n'avait pas avant, dont les SLA, c'est mal, c'est pas faire de l'Internet différencié, mais on a plein d'analytiques. Il y a des algorithmes qui vont tourner pour analyser le réseau constamment, l'optimiser, déployer des nouvelles VM s'il y a besoin, parce que celles qui sont existantes sont trop chargées, etc. La résilience, c'est pas mal, honnêtement, ils ont bien bossé dessus. Après, il y a toujours des points centraux qui sont sensibles. Moi, je peux citer le NSSF. Donc, c'est une fonction. Dans la 5G, il y a un système de virtualisation très exacerbé par rapport à la 4G. Et donc, si on tape le NSSF et qu'on leur donne de détruire toutes les couches, donc les slices, ce qui monitore, vous pouvez tout détruire, tout le réseau 5G très rapidement. Après, on se prémunit, il y a la gestion d'accès, etc. Je ne vais pas vous dire qu'il y a du risque zéro, c'est pas possible, et ça serait mentir. Simplement, on fait du mieux qu'on peut, et on travaille dessus pour s'améliorer. Il y a de la résilience entre opérateurs. On sait, par exemple, utiliser les réseaux d'un autre opérateur en cas de problème sur le nôtre pour au moins assurer les fonctions vitales. Et du coup, ma vision en tant que plutôt RSSI entreprise, c'est qu'effectivement, ça a des impacts. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que c'est un problème? Donc, est-ce que mon analyse de risque va dire je dois faire quelque chose? Et derrière, moi, de mon côté, je vois plutôt c'est simplement une évolution du PCA, PRA pour prendre ça en compte et mettre les mesures qui vont bien le jour J. Alors, on va peut-être un petit mot, Julien, un petit mot de la fin sur reprendre peut-être plus global cet enjeu de la 5G. On a vu que c'était un enjeu vraiment très large. Dans la suite, est-ce que c'est pas forcément dépendant de, comme je le disais, du fait que Trump soit ou non à la Maison Blanche, mais peut-être au-delà de ça.
Est-ce qu'il y a un avant et un après 5G peut-être dans l'histoire de la techno? Alors, je fais d'abord le lien avec les propos précédents sur la sécurité. Alors, là aussi, ça peut sembler bateau, mais au fond, enfin, le réseau Internet n'a pas été conçu de façon sécurisée, et dès l'origine. Et on en mesure aujourd'hui toutes les conséquences. Est-ce que les réseaux 5G vont suivre le même chemin ou pas? Est-ce que les considérations de sécurité dès l'origine seront présentes? Je vois déjà une réaction. Eh ben oui, pour une fois, on a commencé à bosser avec de la sécurité d'entrée. Alors, le bémol de la 5G actuellement, si on parle au niveau des forces de l'ordre, c'est qu'ils sont arrivés après la bataille. Mais par contre, au niveau de la sécurité, ça a été pris dès la conception de la norme 5G. On n'a pas fait la même erreur que ce qu'on a fait pour TCP/IP, par exemple. D'où l'appellation de technologie de rupture, Voilà, par rapport à Internet. Et plus largement sur ces logiques de compétition et de positionnement entre grandes puissances. Il y aura forcément une composante géopolitique assez forte, je pense, dans l'avenir de la 5G. Je mentionnais tout à l'heure tous ces champs qui étaient jadis obscurs, comme les métaux rares et les semi-conducteurs. Et c'est vrai que ce sont des composantes clés de tous ces réseaux et services et applications. Et je vois mal comment tous ces composantes pourraient perdre leur valeur voilà, donc si vous voulez, tout ce champ technologique aujourd'hui a pris une telle dimension politique que ça ne pourra que peser sur l'avenir de la 5G, à court et moyen terme, avec ou sans Trump. Tout à fait. Mot de la fin. Voilà. Les métaux rares, c'est aussi, ça peut être sexy comme nom de conférence, en guerre des métaux rares, toujours. C'est pas les assises de la géopolitique, c'est les assises de la cyber. Tout à fait, mais si vous voulez avoir des tablettes, des téléphones, etc., non, c'est full métaux rares. Donc il faut aussi regarder, faire attention, parce que la Chine, il y a pas mal de métaux rares là-bas. Donc sachez avec eux, c'est aussi peut-être augmenter le coût de production s'ils veulent continuer de nous en fournir. Bien, alors ça sera le mot de la fin. On va s'arrêter là parce que on est juste en temps. Messieurs, je vous remercie, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci.